on va bientôt commencer. Et alors, elle s'est startée là? C'est starté, je crois. Oui, c'est bon. Il y a du monde de connecté ou il n'y a que nous? Il n'y a que nous. Il n'y a que nous? C'est moche. C'est moche. Non, mais il y a plein de monde. Tout le monde est ready? Ready? Eh bien, bienvenue à tous sur ce Midi Tech sur la blockchain Quick Start. On va essayer de faire un truc, une petite présentation d'1 heure pour vous donner les clés pour commencer à développer sur la blockchain. Ça n'a pas été facile, je ne sais pas si on va y arriver. Ouais, bon, on va résumer un peu comme on peut. Et puis, de toute façon, on est ouvert si vous avez des questions et tout à la fin. Et puis, on n'est pas des experts non plus. Donc, non. On va faire de notre mieux. Mais l'idée, c'est de vous donner les clés si vous voulez un peu mieux comprendre la blockchain et commencer à développer du coup, des applications décentralisées. Voilà. On espère que vous repartirez quand même avec quelques trucs en plus. Donc, pour passer vite fait sur le sommaire, on va passer par une partie un peu théorique sur qu'est-ce que la blockchain, comment elle fonctionne, quelle blockchain existe. Bon, voilà, un peu tout ça. On va passer ensuite sur la partie 2 qui va pas mal parler de Solidity, qui est un des langages de programmation de smart contract, on verra plus tard, mais pour faire des applications décentralisées. Voilà, c'est l'un des plus connus. Et Remix, qui est un IDE en ligne qui permet assez facilement de mettre les mains à la pâte voilà, de façon très pratique, gratuite et en ligne. Et la partie 3, on la fera, la prochaine fois, je pense. On verra suivant le temps qui nous reste. Non. Donc, qu'est-ce que la blockchain? Donc, bon, on va demander à ChatGPT encore, mais non, la blockchain, en fait, faut voir ça comme un stockage décentralisé. Donc, ça veut dire que ça va pas être stocké sur un serveur Amazon, par exemple. Ça va être l'ensemble des utilisateurs qui veulent participer au réseau. Donc, tout le monde peut participer au réseau, qui vont s'assurer du coup du maintien de cette base de données, de son authenticité, de sa validité. Et donc, c'est pas pour autant que on va renier la sécurité. Non, c'est très sécurisé. On va voir tout ça parce qu'il y a plein de cryptographie derrière tout ça. Et un des points clés, c'est que c'est immuable, donc on peut pas effacer quelque chose une fois que c'est inscrit dans la blockchain. C'est la principale caractéristique. Dans quel but, du coup? Principalement, ça a été pour supprimer les tiers de confiance, parce que, imaginons que vous voulez faire un paiement à quelqu'un, vous passez souvent par une banque et tout, il va y avoir des vérifications, surtout si c'est des montants assez hauts. Donc là, l'idée, c'est de pas passer par un tiers, de pouvoir, tant qu'on a l'argent, l'envoyer où on veut, à qui on veut. Enfin, je parle là dans l'utilisation d'une utilisation financière. Mais même l'idée pour le web et tout, c'est vraiment de redonner l'appartenance des données aux utilisateurs et non de poser ça sur un serveur Amazon ou des choses comme ça. 3 points clés à retenir, du coup, la décentralisation, c'est réparti sur les utilisateurs du réseau. La sécurité, c'est donc, on va encore détailler, mais c'est pas pour autant que c'est pas sécurisé. Et la transparence, tout est visible. On peut consulter la chaîne de blocs à tout moment pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Mais ça reste quand même pseudo-anonyme, c'est-à-dire que les identités sont cachées derrière des adresses qu'on peut pas forcément lier. Après, avec les régulations, ça a un peu changé parce qu'il y a le Know Your Customer qui veut que... pour il y a des vérifications d'identité pour créer ton compte. C'est ça. Pour éviter les abus et tout ça. Donc, pour faire un peu un historique, on parle pas mal, quand on parle de blockchain, des travaux de David Chaum à partir de 1982, qui a fait pas mal de travaux cryptographiques qui ont été utilisés dans la blockchain, qui sont utilisés dans les blockchains. Et il a plus ou moins, il a fondé DigiCash, qui a sans doute très certainement inspiré le Bitcoin, qui était une monnaie en ligne décentralisée, mais qui se reposait quand même sur un tiers de confiance, qui n'a pas bien marché d'ailleurs. La boîte a fait faillite, mais c'était une des prémices des blockchains qu'on connaît aujourd'hui. Et en 2008, on a le livre blanc de Satoshi Nakamoto, donc qui est un
une personne, un groupe, on ne sait pas trop, c'est anonyme. Mais le livre blanc, du coup, c'est un papier qui décrit le fonctionnement de la blockchain Bitcoin, du coup, et qui est une forme de monnaie numérique qui se repose sur la blockchain et qui, bah, comme vous le savez peut-être aujourd'hui, qui est la plus connue. Et quand on parle de crypto-monnaie, en général, on parle de Bitcoin. Enfin, c'est Bitcoin qui vient en premier à l'esprit. Mais il y a quand même pas mal d'autres alternatives intéressantes, notamment Ethereum, qui est très très présent dans l'écosystème, qui a été introduit en 2015 par Vitalik Buterin. Et on va le décrire un peu plus tard, mais c'était un grand pas, notamment pour les applications décentralisées, qui ça facilite le développement de ces applications. Alors, une blockchain, comment ça marche? Montrer un petit... Ah, une souris, du coup. Tu as mis où? Ouais, là. Hop. L'autre sens. Donc, on va partir sur une notion quand même un peu importante, le hash. Vous avez sans doute tous entendu parler déjà. Mais le but du hash, c'est de prendre une entrée. Ouais, vas-y. Bon, mettre Tu veux quoi? Si tu peux écrire un truc dedans, comme ça sera pas mal. Donc, tu prends une entrée d'une taille, peu importe la taille, et ça va nous sortir du coup un hash qui est lui de taille fixe et qui va au moindre petit changement sur l'entrée, changer du tout au tout. Donc là, par exemple, là, on voit 99 DEA, et si tu changes pour 50, de 5 à 50, donc Stéphane me doit 5, mais si moi je veux changer et que je veux mettre 50, bah, ça va totalement changer le hash. Donc ça, c'est une notion assez importante. Il y a plusieurs sortes de hash. Le SHA-256, c'est le plus connu, le plus utilisé, mais il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. Après, il y a différents niveaux de sécurité et tout ça, tout ça. Et donc, on en vient à notre bloc. Donc ça, c'est un bloc de la chaîne un peu simplifié, bien sûr. Mais dans un bloc, on a quoi? On a le numéro du bloc, on a la donnée qui est contenue dans ce bloc, et pref. Donc là, il n'y a qu'un bloc, mais normalement, c'est pour previous. C'est celui qui c'est lié au bloc précédent, parce que du coup, c'est une chaîne de blocs, la blockchain. Et donc, comment on va s'assurer que le bloc est valide? Donc là, dans la démo, là, c'est le consensus de proof of work. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un calcul assez intense pour valider ce bloc. Et là, pour le coup, le but, ça va être d'avoir un hash qui commence par un certain nombre de zéros. Donc comment on va faire ça? Parce que ça change pas, ça change pas, ça change pas. Mais on va agir sur le nonce. Donc on va tester tous les nonces jusqu'à trouver un hash qui commence par un certain nombre de zéros, 4 en l'occurrence là, selon la difficulté qu'on veut avoir. Et du coup, si on fait mine, c'est ça que ça fait. Il va chercher tous les nonces, il va chercher tous les nonces. Bon, on ne va pas le chercher, mais là, il a trouvé que s'il mettait nonce à 211 000 et quelques, on avait bien les 4 zéros, et du coup, on a validé le bloc. Donc, quand on parle de travail de mineur, c'est exactement ça. C'est calculer ce nonce avec un nombre de zéros différents en fonction de la difficulté, donc c'est en fonction de l'historique de la blockchain. Mais le premier nœud blockchain qui va arriver à résoudre, parce que c'est ni plus ni moins qu'un calcul, le premier qui résout le calcul a une récompense. Donc, sous forme de Bitcoin. Et ce qui est important aussi, c'est que le calcul est compliqué. Donc c'est pour ça que ça valide un peu. C'est le concept de consensus pour que tout le monde se mette d'accord. Et là, il faut donner une puissance de calcul très importante, ce qui fait que pour falsifier, ça mettrait trop de temps et trop d'argent surtout pour falsifier. Mais par contre, la vérification, une fois que quelqu'un a trouvé ce nonce, eh ben, il envoie le bloc valide à tout le monde et tout le monde dit « Ok, c'est bon, ça me convient ». Tout le monde va vérifier que toutes les transactions qui sont comprises dans le bloc, parce que là, c'est juste une donnée, mais en fait, c'est plein de haches de transactions. On va vérifier que les transactions sont OK. Si le calcul est bon, tout le monde va se mettre d'accord pour dire OK, on met le bloc dans la chaîne. Ouais, c'est ça. Chacun va prendre sa copie. Et du coup, on a mis ce système de preuve de travail pour amener de plus en plus de gens pour augmenter la décentralisation de la blockchain. Parce que vu qu'on va récompenser les utilisateurs pour trouver ce problème, il y a beaucoup de nœuds qui se sont montés pour gagner des bitcoins. Et c'est comme ça que la blockchain s'est créée, c'est complètement décentralisé. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'intégrer,
d'injecter des tokens dans la blockchain. D'ailleurs, il y a un nombre fini pour Bitcoin, je ne sais plus combien c'est genre plusieurs millions. Et genre, c'est déjà prévu qu'en 2140, il n'y ait plus de Bitcoin, que tout soit miné. Et après, comment on va se récompenser? Ça sera récompensé sur les transactions. Il y a un autre mode de récompense qui sera mis en place. Mais au tout début de la blockchain, c'était des problèmes très simples avec des récompenses qui étaient élevées parce que, à l'occurrence, le Bitcoin, ça valait rien du tout. Maintenant, à l'heure actuelle, la récompense, elle est un peu moins élevée en termes de Bitcoin, mais en termes de valeur, ça vaut toujours le coup. Ouais. Et pourquoi on parle de décentralisation? Parce que c'est lié à la puissance de calcul. Néanmoins, vous-même, chez vous, vous pouvez essayer de calculer et avec un coup de chance, ça peut arriver, c'est encore arrivé récemment. Loto, ouais. Tu peux trouver le bonus et ça peut être validé et tu peux empocher, je ne sais plus c'est combien la récompense, il me semble que c'était 6 bitcoins il n'y a pas si longtemps, donc potentiellement 150 000 €. Mais c'est un gros coup de chance. En fait, au fur et à mesure de l'historique forcément, il y a un peu moins de récompenses en termes de nombre de bitcoins. C'est un gros coup de chance, ouais, parce qu'il faut savoir que du coup, l'écosystème est assez grand maintenant et un bloc, ça met en moyenne 10 minutes. Parce que, en tout cas, pour Bitcoin, on vise 10 minutes, donc on arrange un peu la difficulté pour que ça fasse 10 minutes. Et du coup, il y a tout le monde pendant 10 minutes qui essaye de miner ce bloc. Donc, pour vous dire que c'est quand même assez. Et le premier qui trouve valide à la récompense. Ouais, c'est ça. Tous les autres nœuds vont voir si le calcul est bon, si toutes les transactions sont valides. Si c'est le cas, ça rentre dans la blockchain. Si ce n'est pas le cas, il y a des petits soucis, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ouais, on va juste parler pour les liens entre les. On a un nouveau bloc qui va pouvoir être coupé. Ouais. Pas de problème, tu n'as pas une file d'attente monstrueuse. On va revenir juste après, tu vas voir, on va même la matérialiser, ça va être intéressant. Ouais. Ah oui, fais ça et puis après on montre justement cette histoire de fil de. Ouais, juste pour vous, du coup, vous parler un peu du fait qu'on ne peut pas falsifier la chaîne. Donc, c'est surtout grâce à ce previews là qui est mis, qui référence l'autre bloc. Et du coup, dès qu'on va changer la moindre petite donnée ici, ça va fausser tout. Parce que du coup, ici, je change. J'imagine, déjà, lui, il n'est pas bon. Parce que j'ai pas un H qui commence par 4-0. Mais si je le mine, c'est pareil, ça va. Le previous. Enfin, non, pardon. Le H de celui-là, il se met ici. Et du coup, il faut recalculer tout l'historique. Celui-là. Et c'est ça qui fait du coup l'avantage du Proof of Work, c'est que pour falsifier un bloc, il va falloir tout recalculer. Et sachant qu'il faut en moyenne 10 minutes pour que tous les gens valident un bloc, ça demande une puissance de calcul impensable pour falsifier un bloc. Tu peux plus facilement le falsifier, mais le problème c'est que si en fait après il y a un consensus sur le nombre de validateurs, si tu as une règle, c'est la règle des 51%. À partir du moment où 51% des nœuds valident l'historique de la blockchain, les 49% sont obligés de s'aligner, en fait. C'est une des attaques. Du coup, il faudrait que tu aies potentiellement 51% de puissance de calcul blockchain mondiale pour pouvoir réécrire l'historique, en tout cas au moins le blockchain précédent. Donc, c'était possible et c'est déjà arrivé sur Ethereum au tout début de la blockchain. Mais là, on arrive sur des historiques et des puissances de calcul qui sont tellement énormes que c'est plus. Il y a tellement de monde dans l'écosystème. En fait, ça se repose vraiment sur le nombre de gens aussi qui participent à l'écosystème. Le nombre de gens différents. Il n'y a pas moyen de trouver une collision, justement, pour que ton H soit le même avec le node, pour qu'il soit le même que. Vu que le H, c'est pas une valeur unique, tu as souvent des collisions qui peuvent arriver. Est-ce que tu n'as pas moyen de chercher une collision à ce moment-là et de remplacer ta valeur la puissance pour rechercher ça doit être énorme. Ouais. Je pense que ça doit être c'est pareil, c'est comme si tu cassais un mot de passe, c'est fait. Je pense qu'il y en a qui ont essayé, mais bon, la preuve est que à l'heure actuelle, je pense que la chaîne Ethereum et Bitcoin, ça fait peut-être 5-6 ans. Au moment où il y a eu le fork avec Ethereum, c'était même avant, je pense que c'était 2017. Donc ouais, c'est peu. Et puis plus le temps passe, moins c'est possible, en fait, tout simplement. C'est ça, avec le Nox, tu pourras peut-être jouer pour que ça. Ouais, mais du coup, ça pourrait jouer que sur le bloc vraiment précédent. Du coup, il faut le calculer assez rapidement parce que la chaîne continue à avancer. Et après, il faut que tu. Enfin, ça paraît quand même un peu compliqué. Ouais, non, c'est ça. Après, c'est des cas vraiment très précis. C'est arrivé une fois et ça s'est plus reproduit. En tout cas, sur une blockchain majeure. Et c'était au début de l'Ethereum. Ouais, c'est ça. Et du coup. Là, c'est un système où j'ai besoin de savoir le précédent pour valider.
Bah, tu as juste besoin, en fait, si tu Ouais, mais regardes, si si lui il modifie son quelque c'est chose tout là, le reste de la chaîne qui est lui, cassé. le H là, il va se faire, enfin le nœud du coup qui est là, il va se faire vite remarquer par les autres parce qu'il y a juste besoin de comparer son dernier H au H des autres qui est différent. Et du coup, celui d'avant Ouais. et non, c'est le Non, c'est principe de le la bloc blockchain. C'est vraiment une chaîne de blocs et ouais, c'est bon, c'est juste du coup si tu modifies celui-là, effectivement, il faut recalculer celui-là plus celui-là Et plus vu que celui-là tous les parce que nœuds c'est ont une chaîne. toute l'historique, en fait, tous les nœuds ont tout l'historique de la blockchain, tu vas vite savoir qu'il y a un souci, quoi. Ou Je alors, crois il que c'est faudrait pas que tu tous les nœuds. falsifies tous les nœuds. Je sais pas combien il y a de nœuds, par exemple, sur Je crois l'Ethereum, qu'il y mais a c'est justement assez des énorme. blockchains, enfin, il y a des nœuds qui ont tout et des nœuds qui ont juste la fin de l'historique parce qu'après, Oui, ça. alors ouais, c'est moins le cas maintenant sur une nouvelle version d'Ethereum. Il faut savoir qu'Ethereum, toute la blockchain, l'intégralité de la blockchain, je sais pas, il y a 2 ans, c'était genre de l'ordre de 400 gigas. C'est pas énorme pour sauvegarder toutes les Ouais, données. j'ai regardé tout à l'heure, c'était 500. Il C'est disait, 500 gigas. le Donc au Bitcoin. final, ces 500 gigas-là sont répartis sur je pense, des milliers de nœuds. Et donc il faudrait falsifier tout ça, quoi. Taf. Hop, bon, bah, du coup, Ouais, j'imagine qu'il y a des gens ça. qui ont essayé et n'ont pas réussi. Voilà. Attends, on pourrait mettre du coup montrer Ah oui. l'histoire de la file d'attente. Aïe. Je suis où? Hop, hop, hop. Non, c'est pas cela. Ouais, c'est ça. Là, on a une visualisation schématique en temps réel de ce qui se passe sur ici l'Ethereum et le Bitcoin. Bon, c'est les deux principales blockchains. Et on voit le système de blocs qui va être miné. Ça, c'est toutes les transactions qui partent de différents sites. Alors, il y a des sites plus ou moins connus. Et en fait, on voit qu'il y a un système tout simplement de file d'attente en fonction de. Ouais, en même temps, tu fais cliquer. En fait, quand vous allez envoyer une transaction, vous avez un système de gaz, donc c'est ni plus ni moins que de l'Ether que vous envoyez dans votre transaction pour que votre transaction passe potentiellement en haut ou en bas de la file. Il y a un système de priorisation sur vos transactions. C'est peut-être un peu compliqué de l'expliquer maintenant, mais je trouvais ça bien de vous montrer schématiquement comment les blockchains, comment en temps réel ça s'insère. Bon, on y reviendra, je pense, peut-être tout à l'heure. En tout cas, si tu cliques dessus, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça, c'est vraiment la blockchain en temps réel. On voit exactement les consommations de gaz et tout, le nombre de transactions. Et quand tu cliques sur les transactions, on voit en temps réel. Vas-y, clique sur une transaction, n'importe laquelle. Clique sur le hash de la transaction, qui nous amène sur Etherscan, qui nous dit en temps réel ce qui s'est passé. Et on peut voir typiquement là qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un transfert de valeur? Ah non, c'est quoi? Alors ça, c'est cette adresse-là qui a acheté un 721, Boring Punks. Moi, je ne connais pas ce NFT. Et il a acheté ce NFT pour 91 $. Et tout ça, c'est complètement transparent, quoi. Et du coup, on peut tracer, on peut tout tracer. Donc, quand on parlait de transparence tout à l'heure, voilà, tout est transparent. On peut tout voir. Là, on voit tous les gens qui n'ont pas payé beaucoup. Et le smart contract qui a été développé, typiquement le Cyberpunk, là, vous pouvez aller voir sur leur site le contrat, comment il est établi. Et puis après, vous pouvez retracer tout l'historique du NFT. Tout est transparent. Comment? En gros, là, ceux qui arrivent directement, on va dire, devant le bus, c'est ceux qui ont mis beaucoup d'argent pour que leur transaction soit prise en priorité. Et puis après, il y a la file d'attente derrière de tous ceux Il y qui... a des transactions qui sont plus ou moins importantes ou prioritaires. Après, c'est à vous de voir. Mais de toute manière, la Lofi, tu finiras quand même par passer dans le bus au bout d'un moment. Quand on le voit que ça passe petit à petit, ça y passe. Et potentiellement, des fois, il y a des transactions hyper importantes où tu veux qu'elles passent. Là, tu mets un maximum de gaz dans ta transaction, donc ça va te coûter un peu plus cher. Mais tu vas passer prioritairement. Alors, par contre, c'est des plus gros blocs, donc on met plus de transactions dans un bloc Bitcoin, par exemple, mais on est de l'ordre de 5 à 10 transactions secondes. Moins de 10 transactions secondes. Et l'Ethereum, on est de l'ordre de 15 à 20 transactions secondes. Sauf qu'on a une mise à l'échelle sur l'Ethereum où ça va augmenter. À titre de comparaison, Visa, c'est à peu près 100 000, je crois. 60 000. 60 000. Alors, ça peut atteindre 60 000 et c'est en général 2000, je crois, par seconde. Alors, on va voir on va passer. Du coup, c'est pas mal de faire la transition sur la slide d'après. Entre cette histoire de tu payes plus cher pour aller plus vite et le fait d'avoir plus de puissance de calcul pour miner, ça avantage vachement ceux qui ont plus d'argent, comme d'hab.
Alors, Bah, sur ta priorité de transaction, si tu veux faire un virement je sais pas, à Pablo, au final, tu t'en fiches, tu mets le taux moyen et ça va passer. Tu vois. Ouais, ça met du Si temps. tu- Bah, c'est Bah, franchement, en termes de temps, c'est pas si violent que ça. Non. La différence, c'est pas folle. Je sais pas. Faudrait aller, à l'époque, moi, quand je faisais ça, c'était à l'échelle de secondes, quoi. C'était vraiment une histoire de secondes. C'est pas, tu t'attends pas le lendemain, quoi. ah oui. Non, non, c'est une histoire de secondes. D'accord. Mais typiquement, il y a des blockchains qui vont être beaucoup plus scalables avec des transactions. Je prends le cas de Ripple, on va y venir tout à l'heure, où là, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de transactions secondes, où là, et les frais avec des frais très réduits, et là, c'est quasiment instantané, quoi. Ça dépend de l'application de la blockchain. Justement, on y va Ah sur bah le. oui, c'était pas ça d'ailleurs, c'était ça. Attends, non? Ah bah je l'ai. Bon, bah, je vais passer vite fait là-dessus, mais donc on a vu un peu le proof of work, c'est que il faut une grosse puissance de calcul Le pour. consensus, c'est quoi? C'est ce qui va valider le bloc. Oui, c'est ça. C'est pour comment, vu que c'est distribué, comment mettre tout le monde d'accord. Voilà, c'est ça. Comment tout le monde se met d'accord pour valider le bloc. Voilà. Et du coup là, il y a la puissance de calcul qui fait que du coup, ça serait trop galère de falsifier trop coûteux en argent de falsifier la chaîne. Il y a Proof of Stake qui est relativement nouveau et la nouvelle version d'Ethereum du coup utilise cette Proof of Stake. C'est on met en jeu un certain nombre d'Ethers du coup qui va dire en gros j'ai de l'argent, faites-moi confiance. Hein, et du coup si les autres personnes du réseau détectent qu'il y a une fraude ou quelque chose, une fraude, falsification, bah, tu vas perdre tes jetons. tu perds une partie ou tout ce que tu as mis en jeu. Et à Proof Authority qu'on retrouve aussi un peu, mais qui du coup est moins décentralisé parce qu'on fait confiance surtout on fait confiance que à une partie des utilisateurs pour valider les blocs, quoi. Et pourquoi on parle de ça? Parce que c'est important, c'est quand on pense la blockchain, je veux que tu passes à la slide d'après, tu as toujours un problème, c'était toujours une histoire de curseur, c'est comme dans FIFA, c'est-à-dire que la blockchain, elle va, en fonction du consensus et des règles que vous allez établir sur votre blockchain, vous allez essayer de remplir, de trouver l'équilibre dans ce trilemme des blockchains. Et on prend le cas de, typiquement Ethereum. On avait une blockchain qui était très sécurisée après le premier fork où ils se sont fait échouer, mais après, ils ont vraiment mis l'accent sur la sécurité. Sur le côté décentralisation, où vraiment tout le monde pouvait miner l'Ethereum avec des puissances de calcul qui étaient même moins supérieures, en tout cas moins fortes que le Bitcoin. On avait un gros problème de scalabilité parce que c'est devenu une plateforme de développement. Du coup, beaucoup d'utilisateurs se mettaient dessus. Il y avait une queue énorme, il y avait des problèmes de gaz, de coûts de transaction, qui c'est encore le cas maintenant. Mais on a un gros problème de scalabilité. Et du coup, l'année dernière, ils sont partis sur un autre consensus qui n'est plus la preuve de travail, mais sur la preuve d'autorité, qui potentiellement va nous amener à une scalabilité qui va exploser. Genre, ils établissent qu'avant la fin de l'année, on arrivera à plus de 1000 transactions secondes, alors que là, on est sur 15 secondes, enfin 15 transactions secondes. Donc, en fait, c'est toujours une histoire de comment vous pensez votre blockchain au début pour essayer d'établir le meilleur ratio. On a le cas typiquement de Ripple qui a eu c'est une blockchain qui était faite pour faire des grosses transactions financières entre institutions. Et par contre, elle avait de base, de par sa fonction, un gros besoin de scalabilité et de sécurité. Mais par contre, on avait moins de problèmes dans la conception, on se dit que la décentralisation, pour que ça aille vite, on va essayer de centraliser la validation pour que ça aille plus vite. Et le problème, c'est que pour le coup, il y avait un problème de confiance sur l'entité qui validait ces transactions. Donc ça, il y a eu un gros échec de Ripple, mais ils sont en train de se reprendre un peu. C'est encore utilisé maintenant. Tout ça pour dire qu'au début, quand on réfléchit à une blockchain, il y a vraiment cette problématique-là à résoudre parce que c'est les besoins qu'on attend, enfin c'est ce qu'on attend d'une blockchain, mais c'est en fonction du consensus. Comment vous entendez pour valider les blocs, et ça aura de l'incidence sur comment va se comporter derrière votre blockchain, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si c'est très clair. Le seul truc qui me paraît bizarre, c'est ceux qui font le choix de ne pas du tout aller dans la décentralisation, alors que tu disais que ça avait l'air d'être le but original de la blockchain. Par souci de scalabilité. C'est au bout d'un moment quand Comment? Ah oui, parce que là, on parle de blockchain publique, mais tu peux très bien penser à une blockchain privée. Il y a plein d'entreprises qui font leur propre blockchain. Et du coup, après, souvent, quand c'est privé, du coup, il y a un problème de sécurité parce qu'il y a combien il y a de nœuds, combien il y a de recopies de données. Et là, du coup, tu perds en sécurité et tu perds en décentralisation. Donc,
Voilà, c'est une histoire de calcul, et d'Ethereum, c'est un super exemple où ils ont un vrai problème de scalabilité vu que c'était très utilisé. Et là, ils sont en train de basculer sur un autre consensus pour avoir plus de scalabilité. Et le problème du proof of stake, c'est pour avoir, parce que ouais, je ne vous ai pas raconté, avant qu'on passe en Ethereum 2.0, donc en proof of stake, il y avait une espèce d'intermédiaire où on commençait à préparer la mise The Merge, qui a eu lieu l'année dernière. Et du coup, on avait des effets de mise à l'échelle de ce nouveau moyen de valider les blocs. Et il fallait un minimum de 32 Ethers pour valider les transactions. Donc 32 Ethers, allez, bon, maintenant ça vaut déjà un petit, je ne sais pas combien, c'est à 1500, je pense, l'Ether. Ouais. Ouais, il fallait avoir un petit peu d'argent, quoi. Ouais. Et j'étais dans la formation que j'ai faite pour la blockchain, j'avais notamment un collègue qui était validateur de nœuds. Donc il avait un minimum 32 Ethers pour valider ça. Sachant qu'il avait l'air de dire qu'il validait pas mal de nœuds et qu'il y a un système de priorisation qui est lié à la confiance sur le validateur de nœuds, et c'est aussi sur le nombre de jetons que tu as. Plus tu as de jetons, plus potentiellement on va te sélectionner pour valider la transaction, vu que c'est plus une preuve de travail. Après, il y a une histoire de randomisation et tout ça, mais globalement, le principe de base, c'est plus tu as de jetons, plus facilement tu vas valider les... C'est vrai qu'on l'a pas forcément dit, mais du coup, Ethereum, c'est la blockchain, et il y a l'Ether qui est le jeton, du coup, la crypto-monnaie qui circule pour... Et la récompense à chaque fois que vous validez un bloc. C'est la récompense. Ouais. C'est 48 000 balles. À l'heure actuelle. Mais à l'époque, c'était à plus de 4 000 euros, hein, quand même. Pas 4 000 $. Du coup, c'est un peu comme la tique jaune, la tique bleue de Twitter. C'est que les gens qui ont autorité, c'est les gens qui ont beaucoup de thunes. Oui, alors pour contrecarrer ça, c'est un des problèmes du proof of stake, mais pour contrecarrer ça, il y a un problème, c'est indexé sur un problème sur une randomisation, ce qui fait que même un petit validateur qui est chez lui peut être amené à valider une transaction. Et souvent, il y a des grandes structures. Sinon, Coinbase, par exemple, vu que c'est énorme, ou Binance, il serait à même de valider toutes les. Et là, il y aura un vrai problème de centralisation. Il y a beaucoup de nœuds qui partagent leurs jetons, en fait. Et du coup, c'est une unité d'utilisateurs qui valide, en fait, qui délègue. C'est des jetons que tu délègues. Et potentiellement, ils se partagent les récompenses. Ce qui fait que tu arrives à concurrencer des gros groupes comme Coinbase et Binance. Et parce que dans le proof of stake, il y a plein de consensus différents, de randomisation. Il y a des fois que carrément on réécrase. Enfin, pendant un an, il y a toute une liste de validateurs et elle n'a pas le droit d'être utilisée l'année d'après. Typiquement, il y a ce genre de. Enfin, il y a plein de processus justement pour éviter de cette centralisation-là. Mais c'est un vrai problème de centralisation sur ce consensus-là. Et ça, c'est des problématiques. Là, on a cité 3 consensus, mais il y en a plein qui existent. On a cité les 3 principaux. Et chacun apporte son lot de problématiques à résoudre. Mais c'est hyper intéressant et on pourrait y passer des heures. C'est compliqué en plus. Voilà. Ouais. Donc, on fera certainement pas la partie 3 du Viditech, je pense. Donc ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas confondre blockchain et crypto-monnaie. Du coup, blockchain, c'est vraiment l'infrastructure de base de données décentralisée, alors que les crypto-monnaies, c'est des monnaies numériques qui transitent sur ces blockchains. Et donc là, comme exemple, il y a l'Ethereum comme blockchain qui a son token, l'Ether, la crypto-monnaie. À noter que chaque crypto-monnaie n'a pas sa propre blockchain. Il y a des crypto-monnaies qui sont... il y en a beaucoup de crypto-monnaies d'ailleurs qui sont adossées à l'Ethereum, sur la blockchain Ethereum. Et c'est aussi Ethereum qui se veut comme une blockchain première couche. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser principalement à Ethereum. Peuvent se reposer sur... C'est très méta. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de tout ça? S'il faut retenir quelques points, la blockchain, du coup, c'est une base de données qui est stockée sous une forme de chaîne de blocs décentralisée et donc validée par un ensemble d'utilisateurs et immuable. Donc, on peut pas la modifier. L'objectif, c'est de donc décentraliser et de supprimer le tiers de confiance. Et on voit aussi l'apparition d'applications décentralisées avec les smart contracts, notamment, donc les contrats intelligents, qui permettent de déployer des applications et d'interagir avec ces applications qui sont stockées sur la blockchain. Et ne pas confondre blockchain, qui est l'infrastructure, et les crypto-monnaies qui transitent sur cette
J'ai encore une question sur la partie immutabilité. J'imagine que oui, hein, parce que c'est des gens qui ont réfléchi, mais ils ont pris en compte la croissance exponentielle de la puissance de calcul tous les 10 ans. Il y a une vraie discussion. Il y a une vraie discussion concernant le Bitcoin, justement avec l'arrivée des ordinateurs un peu quantiques qui pourraient potentiellement falsifier la chaîne. Oui, il y a une vraie question. C'est en cours. Hein. Anticiper un peu, ouais, bah, le Bitcoin, justement, tu sais, la puissance évolue au fur et à mesure du temps, en fait. Si on se rend compte que le bloc là, dernièrement, il a été validé en 2 minutes, c'est pas normal, bah, on augmente la difficulté pour qu'on se base sur une moyenne de 10 Si ça accélère trop vite, il va s'adapter. Après, si on a du quantique et que. Mais si c'est vraiment exponentiel, là, je pense qu'elle sera battue, mon amour. Bah, ça, c'est déjà le cas. Ils n'ont pas la puissance. Hein. Ils n'ont même pas la puissance. Là, c'est déjà bah, le tu cas. vois, on arrive à tenir un bloc tous les 10 minutes, alors que le monde qu'il y a maintenant. Bah oui, malgré les usines. Donc, c'est ce calé. Après, tu n'auras pas le problème avec l'Ethereum où il n'y a pas de calcul, donc il n'y a pas d'effort. Oui. Là, il faut juste que faudrait que tu prennes possession de tous les nœuds et que tu falsifies tout. Ouais, il y a différentes attaques. Ouais. Le Bitcoin, il faut avoir plus de 50% de la puissance de calcul. L'Ethereum, du coup, la proof of stake, tu peux créer des fausses identités, un nombre énorme de fausses identités pour du coup récupérer ces 50% aussi. Non, là, ça paraît énorme. Il y a toujours des attaques, d'où le fait que pour qu'une blockchain décentralisée marche, il y a le décentralisé dans le mot et il faut vraiment qu'il y ait un grand nombre d'utilisateurs qui se mettent dedans. Oui, là, il n'y a pas une explosion électromagnétique pour faire perdre toutes les données. Et encore, je suis sûr, il y en a bien un ou deux qui ont stocké l'historique bien au chaud. Après, il y aura un vrai problème de centralisation parce que si tu fais une sauvegarde, qui a la sauvegarde? Et si, imagine, il n'y en a que 3 qui ont les sauvegardes de tous les trucs qui seraient sauvegardés, qui seraient restaurés, qui a la vraie mot, sachant que tu n'en as que 3. Après, tu ressors dans d'autres problématiques. S'il n'en reste que 3 un jour, ça fait... Ouais, enfin, bref. Ouais. Je pense qu'il y aura d'autres soucis. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Ouais, on y vient juste après, ouais. C'est OK? Alors, la blockchain en 2023. C'était important de souligner que c'est un peu perdu la hype, la blockchain, mais c'était bien de mettre des chiffres un peu là-dessus. C'était hype perdu. Il y a un Français sur 10 qui détient des cryptoactifs. Qui a des cryptos? Elle a beaucoup. 1 sur 10. Qui a plus de 15 000 euros de crypto? Qui a plus de... Pour lui extorquer son 85% des Français ont entendu parler du crypto. Et c'est quand même énorme. Et surtout, 40% des Français connaissent l'existence de NFT, alors que c'est quand même une application assez précise et récente. Donc, c'est quand même, ça montre quand même que les gens sont à peu près au courant de ce qui se passe. Bah, ça me paraît énorme, sachant qu'ici... Si dans le milieu informatique, il n'y en a pas 1 sur 10. Bah, c'était une étude... non, je crois que c'est sur Deloitte que j'ai vu ça. Sur une étude Deloitte. Ouais, ça paraît énorme, je suis d'accord. Ça paraît beaucoup trop, c'est possible. Après, j'avoue que moi, dans mes amis, j'en ai quand même plus de 1 sur 10, mais... Et enfin, on estime quotidiennement qu'il y a 50 000 développeurs blockchain. Quoi? Je crois que c'est Deloitte. Bah, ça me paraît énorme aussi, j'avoue. Non, c'est super simple maintenant. Bah, c'est quand même assez simple maintenant. Il y a même des distributeurs de Bitcoin maintenant dans certains magasins. Tu peux aller sur Coinbase, tu payes par carte bancaire et tu as ton Bitcoin derrière. Non, c'est super simplifié. Bah, j'avoue, moi j'étais hyper surpris de ce chiffre-là. Mais en même temps, c'est pareil, 85% des Français ont entendu parler des cryptos, ça me paraissait énorme aussi. Bah, attends, tous les vieux. Ouais, c'est un fou. Oui, que ce soit en positif ou en négatif. Ça, t'as entendu le nom, en fait. Ça veut dire de plus. En crypto-monnaie, tu sais que ça existe. Bon, en tout cas, ouais. Et c'est sur les offres d'emploi en 2023, on estime qu'ils vont tout simplement doubler. Et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'institutions et de grosses entreprises qui s'émettent, en fait? C'est pour ça que les besoins sont en train d'exploser. Bon, 1 Français sur 10, j'avoue que je ne l'ai pas inventé, mais ça paraît énorme aussi. Hein, quand je l'ai mis, je dis putain, c'est énorme. Mais... T'as la source de l'article. T'as la source de l'article, là, il faudrait regarder. C'est Cryptos. C'est Cryptos. Ah bah, c'est sur Cryptos l'article, donc on lira. On vérifiera, mais si j'ai mis.
Enfin, la capitalisation des cryptos à l'heure actuelle, c'est 1000 milliards de dollars, répartis principalement sur le Bitcoin. Hein, c'est ce qu'on disait, c'était la valeur refuge, un peu 46% de la capitalisation, c'est des Bitcoins. Mais Ether, c'est quand même 20%. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à l'Ethereum. Pourquoi on va s'intéresser? Non, ça fait après. Il y a 10 blockchains un peu à connaître. Je ne vais pas vous les citer, on s'en fiche. Mais les deux principales, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. Et pourquoi on s'intéresse à l'Ethereum? Parce que ça a permis le développement d'applications décentralisées. Et c'est vraiment ce qui a fait basculer un peu le game de la blockchain. Et il y aura les diapos à disposition si vous voulez regarder le reste de la liste. Et d'ailleurs, parce que là, c'est complètement arbitraire. Hein, c'est moi qui ai mis ces 10 blockchains-là, même si elles sont dans le top 30, je pense, sur le market cap, sur le marché en tout cas. Mais il y a beaucoup de blockchains qui ont copié Ethereum pour faire exactement la même chose tout en améliorant la scalabilité. C'est pour ça que Ethereum, c'est quand même été une belle révolution dans l'utilisation de la blockchain. C'est pour ça qu'on va s'intéresser à l'Ethereum. Pourquoi on s'intéresse à l'Ethereum? Parce qu'on a la possibilité d'écrire des smart contracts. Des smart contracts, c'est quoi? C'est tout simplement des petits programmes intelligents, autonomes, qu'on va aller déployer sur la blockchain et qui va pouvoir répondre à des fonctions. On va pouvoir interagir avec ce programme pour potentiellement faire des échanges de données, d'argent aussi, si on veut. Inscrire des trucs sur la blockchain, que ce soit des De la transactions, donnée, ce que vous voulez. choses. En fait, les possibilités, après, sont un peu infinies. Ça nous a donné aussi la possibilité de créer nos propres jetons et de faire des levées de fonds. Alors, il y a eu beaucoup d'escroqueries dans les années 2000, en 2019-2020 sur les levées de fonds parce que on va le voir. Alors, on n'aura pas le temps de le voir sur Step 3, sur nos petits projets perso. On a développé le propre token Lixi et potentiellement, avec un bon merchandising, on pourrait faire une levée de fonds. Et il y a beaucoup de startups qui se sont montées comme ça sur du vent en proposant leurs jetons, en disant ouais c'est super, on va indexer nos jetons sur le nombre d'arbres qu'on va faire pousser dans le jardin potentiellement. Et du coup on échangeait, quand les gens ont confiance dans le projet, on échange du vrai Ether, enfin de l'Ether, avec ces tokens là qui sont eux-mêmes indexés sur l'Ether. Et les gens en général prenaient l'Ether et se barraient. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés. Ça prend de la valeur et puis tous les fondateurs ils retirent l'argent. Il y a eu une telle hype là-dessus que il y en a beaucoup de projets bidons qui se sont montés. C'est beaucoup moins le cas maintenant, c'est beaucoup plus réglementé. Ça a permis, l'Ethereum a permis le développement des applications décentralisées, donc pas basées sur un serveur situé en Amérique du Nord sur Amazon, mais stocké partout sur tous les ordinateurs. C'est disponible tout le temps, c'est transparent pour tout le monde. Et ces applications décentralisées s'appuient sur un smart contract ou X smart contract. Donc ça peut, une application décentralisée peut manager 100 smart contracts. Surtout, Ethereum a permis de mettre des standards de développement et une interopérabilité entre blockchains. C'est des choses qui n'étaient pas du tout envisageables avant sur Bitcoin. Et ça nous a offert une plateforme de développement avec Solidity et l'EVM, ce qu'on va voir juste après, qui nous permet vraiment de développer à loisir ce que vous voulez sur la blockchain, en s'appuyant sur la blockchain. C'est possible de développer des smart contracts sur le Bitcoin. Mais c'est hyper chiant et les possibilités sont très limitées. C'est beaucoup moins puissant que l'EVM, qui est la composante, je dirais, majeure de l'avènement de la plateforme Ethereum. L'EVM, c'est quoi? C'est la machine virtuelle Ethereum. C'est une machine virtuelle qui est installée sur tous les nœuds de la blockchain Ethereum. Et c'est elle qui va lire les smart contracts et c'est elle qui va aller valider toutes les opérations des smart contracts ou des transactions. Donc, les smart contracts sont écrits en Solidity. Ça va être compilé en bytecode et le bytecode est lu par l'EVM. Et c'est l'EVM qui va traduire tout ça et inscrire les données, ce qui change dans la blockchain. Je vous passe ce schéma-là, mais ce schéma-là, je ne vais pas vous l'expliquer, c'est hyper complexe. Mais en gros, c'est comment l'EVM s'interface dans la blockchain. Et l'EVM, en plus, va vous donner plein d'outils externes au smart contract, mais qui va vous permettre d'utiliser le rotatage, le numéro de bloc, enfin toutes ces données-là, vous allez pouvoir utiliser sur votre smart contract.
d'où vient la transaction, combien il a mis d'argent dans la transaction, tout ça, c'est grâce à l'EVM. Et ça n'existe pas sur le Bitcoin. Quel est l'intérêt de l'application décentralisée? C'est open source. S'il y a un changement sur le smart contract, bien souvent, en tout cas, on est au courant, on le sait, et bien souvent, c'est soumis au vote des participants. Il y a la transparence, c'est-à-dire que tous les smart contracts et toutes les applications décentralisées font référence à des smart contracts, donc c'est des adresses précises sur la blockchain que vous pouvez aller consulter. Et le code est transparent. Je prends le cas je vais vous le dire juste après. Et enfin, c'est libre et immuable. Oui, parce que le smart contract, une fois qu'il est déployé, vous ne pouvez pas le détruire. Vous pouvez le désactiver, vous pouvez transférer la propriété de celui qui va manager le contrat, mais il ne bouge pas. Et c'est une des particularités du développement sur la blockchain, on verra tout à l'heure sur l'Ethereum. Rapidement, quel domaine, surtout pour les applications décentralisées, dans quel domaine on retrouve les dApps? C'est surtout, principalement le secteur financier, surtout au début. Et encore maintenant, il y a beaucoup de la finance décentralisée, c'est un gros acteur majeur. Et toutes les grosses banques s'y sont mises. Et en France, on est très fort là-dessus. Il y a les jeux vidéo, bien sûr, les marketplaces de NFT, il y en a eu plein, il y en a un peu moins maintenant, mais il y en a toujours autant. Des expériences interactives comme Decentraland et la traçabilité des droits. Il y a beaucoup de mise en place de la blockchain et notamment de NFT ou d'autres standards de traçabilité sur les produits de luxe. Typiquement, quand on achète des montres ou des trucs très très chers, on adosse dessus un NFT et comme ça, on sait à qui a propriété. Enfin, vous connaissez tout l'historique de votre objet quand vous le revendez. Donc ça, il y a beaucoup de cas pratiques où la blockchain fait sens. Je vous passe le schéma. Ça, c'est Deloitte qui nous disait tout l'écosystème des startups françaises depuis 2014, tous les secteurs touchés. Principalement services de finances décentralisées. On voit aussi qu'il y a de la culture, un peu de gaming, de sport, il y a aussi de l'environnement, il y a une grosse partie, c'est un peu moins le cas, ça a beaucoup le vent en poupe, c'est un peu moins vrai maintenant. Et quelques exemples, rapidement. Si vous avez une marketplace de NFT à connaître, c'est OpenSea. Vous pouvez créer votre NFT et le vendre après. Je pense qu'il y a un gros business aussi avec l'autogénération d'images. Tu peux générer ton propre NFT et le vendre. C'est très facile à mettre en place, les NFT. Et pourquoi les gens ne le font pas en règle générale? C'est parce que le coût de minage d'un NFT, de la création de contrat, coûte de l'argent. Quand vous déployez un smart contract, ça coûte de l'argent. Quand vous faites une transaction, comme on l'a vu tout à l'heure, pour passer dans la file, même si vous n'êtes pas prioritaire, ça va vous coûter de l'argent. Pour déployer un contrat, là, à l'heure d'aujourd'hui, à ce jour, je ne sais pas, un petit contrat d'une vingtaine de lignes, ça va vous coûter 8 € à peu près. Voilà. Et on avait déployé le smart contract ici, on a fait un projet de blockchain. On a déployé le smart contract, c'est 0,8 Ether. Ouais. Et à l'époque, ça coûtait 200 balles d'Ether. 0,8 Ether. Ouais. Le mint, juste d'un NFT que vous voulez mettre sur votre marketplace, ça coûte à peu près 300 €. Juste le mint d'un NFT. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et là, moi, j'ai fait, pour le projet que je ne vous montrerai pas, je pense, en troisième partie, je l'ai déployé 3-4 fois et j'en ai eu pour 5 Ethers. Donc, je vous rassure, c'est sur une blockchain privée, on s'en fout. Mais c'est pour vous donner dans l'idée. C'est pour ça que ça change le paradigme quand on développe. Il n'y a pas de CI et tout. C'est quand on déploie le smart contract, il faut prévoir que le smart contract sera figé. Et du coup, ça change quand même notre méthode de développement. Donc, souvent, les smart contracts sont audités. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà, c'est tout ce pan à savoir. Les plateformes de finances décentralisées et d'échange, Uniswap, c'est un des plus connus. Si vous voulez changer des Ethers contre du Bitcoin, tout ce que vous voulez, les plateformes, ça a explosé. Il y en a plein, mais l'Uniswap, c'est une des plus connues. Ça, c'est la start-up française. Les bureaux sont à Paris, si vous voulez travailler avec eux. Ils ont eu des levées de fonds, je pense qu'en 2020, c'est eux qui ont eu le plus de levées de fonds. C'était un truc de fou. Genre Mbappé a des parts dessus et tout. Non, mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment la perle
française du Web3. C'est quoi? C'est un jeu indexé sur des cartes NFT, enfin des cartes qui sont des NFT. Vous avez des cartes qui sont uniques. Donc là, pour le coup, c'est un vrai NFT. C'est une seule carte, elle est unique, que vous pouvez vendre ou acheter. Et vous avez des cartes qui sont à édition plus ou moins limitée. Et vous avez aussi des cartes qui ne vous coûtent rien si vous voulez jouer, juste jouer. Parce qu'en fait, il y a un système de gamification qui va pouvoir vous faire gagner des tokens rares qui va pouvoir vous permettre d'acheter plus tard des vraies cartes qui ont de la valeur. Et tout ça, c'est indexé sur la valeur du joueur. Typiquement, vous pouvez acheter un joueur de 16 ans du club de Montpellier qui voudra probablement 49 € à l'heure actuelle. Et si l'année prochaine, il est vendu au Real de Madrid, bah, vous pourrez vendre votre NFT 40 000 € potentiellement. Parce qu'il y a vraiment des cartes, je ne sais pas, Mbappé, à l'époque de Monaco, sa carte, elle était à plus de 60 000 €, je crois, sur les cartes rares. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent. Si vous connaissez au foot, eh ben, il y a beaucoup de gens qui ont fait parfois avec ça. Allez, le foot! Decentraland, bah, je pense que tout le monde a entendu parler. C'est le mélange du métavers avec la blockchain. Vous pouvez acheter des terrains, faire ce que vous voulez, interagir. C'est super. Il y a aussi tout un pan d'applications décentralisées qui se mettent sur pour essayer de corriger l'anonymat sur le web, où toutes les wallets, toutes vos adresses sont indexées à un profil qui est vérifié via des papiers, via une vidéo de vérification et tout ça. Il y a tout un pan de la blockchain et d'applications qui sont spécifiquement sur l'identification sur le web. Et ça a amené pas mal de projets. Il y a notamment un projet où il y a des tribunaux de justice où on règle les contentieux via la blockchain, via ce principe d'authentification. Il y a une autre pépite française qui est un peu moins connue, qui s'appelle Terre Noire. Et ça, c'est un projet qui est dans le sud-ouest. C'est vraiment intéressant. Ils ont développé leur propre technologie blockchain. D'ailleurs, c'est un développeur de 16 ans français qui l'a fait. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est assez connu. C'est une machine, enfin bref. Et ils ont développé un programme là-dessus qui s'appelle le Time Guardian, qui vous permet de faire une capsule temporelle où vous pouvez envoyer des photos, des vidéos, des messages, de l'argent, ce que vous voulez. Et soit à votre mort, soit à une date précise, vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez. Une espèce de testament sur la blockchain. C'est pas taxé, ça, du coup? Non. Après, c'est-à-dire que quand tu vas recevoir ta somme d'Ether et que tu vas la retransformer en argent, si tu le déclares, et si tu ne le déclares pas, je pense qu'on va te retrouver. Ouais, tous les échanges entre crypto-monnaies, c'est pas imposable. Et dès que tu changes de crypto-monnaie à monnaie fiat, enfin fiduciaire, euro, dollar et tout, là, alors, on peut le faire, on peut encore le transformer en argent, mais si vous faites des sommes très élevées, je pense vous allez vite vous faire repérer, quoi. Et normalement, on est censé déclarer les comptes ouverts à l'étranger, donc vos comptes Binance, vos comptes Coinbase, vous êtes censé l'avoir déclaré sur vos impôts depuis déjà 3-4 ans. Après, j'ai plein de potes qui ne l'ont pas fait et qui retirent et qui s'en battent les couilles, mais je pense que c'est un peu... Mais bon, c'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls. C'est très... Hein? Non, c'est stocké sur une application, une blockchain décentralisée qui s'appelle IPFS. Non. Ah non, sinon c'est... Oui, sur la blockchain, on ne stocke pas de photos, on ne stocke pas de vidéos, parce que il n'y a que 400 gigas. Vous vous rendez bien compte que c'est que des données, c'est que des chiffres. C'est l'URL qui est stocké sur un réseau décentralisé qui s'appelle souvent IPFS, mais il y en a d'autres, il y a Stoker, je ne sais plus, il y en a plein d'autres. Voilà. Et le seul risque, alors il y a eu des problèmes là-dessus, sur ces réseaux de stockage décentralisés, c'est que au bout d'un moment, si votre est peu sollicité, l'URL est peu sollicitée, on avait des pertes de données au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu mettais genre 4 minutes à retrouver où était stocké, sur quel nœud était stockée ta photo, quoi. Donc il y a eu beaucoup de NFT au début des NFT, parce que les NFT, c'est quoi? C'est juste un numéro, c'est juste une adresse, en fait. C'est juste une adresse avec le propriétaire. Et derrière, on peut stocker une information comme l'URL d'une photo. Et ça, c'est un NFT, en gros. Sauf que l'URL, c'est ni plus ni moins qu'un stockage sur un autre réseau décentralisé de stockage. Et si la photo n'est pas assez sollicitée, au bout d'un moment, ça se perdait dans un des nœuds. Avant de la ressortir, des fois, tu n'avais pas la photo, quoi. Donc, il y a beaucoup de NFT qui ont été perdus dans la nature. Alors, le titre de propriété existe, ça n'a plus la photo.
Et ça, c'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des trucs, mais je sais pas, des centaines de milliers d'euros. Enfin, peut-être pas des centaines de milliers d'euros, mais c'est pas le cas des Bored Ape et tout ça, où là, à mon avis, c'est bien indexé. Mais les petits projets à moins grande échelle, à mon avis, ça arrivait très souvent. Ensuite, Bon, on va passer vite fait sur. les 23, ouais. Ouais, très vite fait. On va passer très vite fait sur Solidity, mais c'est plutôt pour vous donner un aperçu de, Ouais, on va aller très vite. de ce langage de programmation qui est le plus connu pour développer des smart contracts du coup sur Ethereum. Et je vais surtout vous parler des différences un peu avec les langages un peu traditionnels. Donc ça se rapproche de TypeScript dans le sens c'est typé et oui, ça ressemble pas mal. Et donc, il y a quand même des points à prendre en compte quand on développe des smart contracts. On en a plus ou moins parlé tout à l'heure déjà. Mince. C'est immuable lorsque c'est déployé, donc il faut faire super attention à ce qu'on déploie. Enfin, il faut auditer et tout. Comme, Ouais, tous les smart contracts sont audités. Hein. Il y a notamment une boîte française, Consensus, franco-suisse, je crois, qui fait très bien ça. C'est même, je crois, les leaders sur le marché mondial. On ne le sait pas assez, mais sur l'univers blockchain, en France, on est quand même. Il y a beaucoup d'entreprises qui marchent très fort, hein, même à l'heure actuelle. Ouais. Du coup, vigilance sur le coût d'exécution des fonctions aussi, parce que c'est exécuté par les nœuds du réseau, ces fonctions qu'on va déployer. Et du coup, ça a un coût. Donc, quand on va vouloir modifier la blockchain et tout, on va devoir payer avec le gas, justement. Et l'EVM, à chaque fois qu'elle va appliquer un bytecode, va dépenser du gaz pour appliquer cette fonction. C'est pour ça qu'on évite les boucles dans les smart contracts. Ouais, on ne fait pas de boucles, toutes les opérations très coûteuses de ce genre, vous ne les avez pas dans les smart contracts. Surtout des boucles pas statiques, enfin des boucles avec des limites pas statiques, c'est très déconseillé. Donc on vise toujours à l'économie. Et c'est ça. Et chaque personne du réseau peut calculer là. Et donc, il y a des mots-clés spécifiques aux transactions parce que on fait des transactions. Donc, un smart contract en lui-même, c'est un wallet, enfin, c'est un porte-monnaie numérique, on va dire. Donc, on peut lui envoyer de l'argent et il peut aussi envoyer de l'argent à d'autres adresses. Et voilà, donc il y a des mots-clés spécifiques, on va les passer un peu vite fait. Très vite parce qu'on s'en fout un peu. La définition d'un contrat, c'est un peu comme une classe sauf qu'on met contract. On met la version de Solidity. Ensuite, on a des fonctions. Donc, il y a des fonctions publiques, privées, tout ça, c'est appelable par tout le monde, publiquement, appelable appelable par seulement le contrat lui-même. Il y a aussi de l'héritage, donc on peut aussi privatiser l'appel. Limiter l'appel à ceux qui héritent ou que aux parents, enfin, des choses. C'est assez... on peut faire pas mal de trucs là-dessus, mais par contre, il ne faut pas oublier que le contrat, il est déployé sur la blockchain, donc tout est public. C'est pas parce qu'on la met... enfin, tout est public. C'est pas parce qu'on la met private qu'elle va pas apparaître sur la blockchain. On pourra voir le code si vous avez mis des secrets dedans, ils seront quand même sur la blockchain. Voilà, faut pas mettre des secrets parce que c'est un truc privé. Ensuite, on a du coup le mot-clé payable qui va nous permettre en gros, quand on exécute cette fonction du contrat, on va envoyer un certain nombre d'Ethers en même temps avec, et puis qui vont être envoyés sur le contrat, dans le porte-monnaie du contrat. Le porte-monnaie d'ailleurs on peut voir combien il y a dans le porte-monnaie avec addresses.balance. Tout ça grâce à l'EVM. Ouais, c'est ça. Et this, c'est le contrat en lui-même. Et en gros, on le caste dans une adresse et puis on regarde combien il a d'argent. La fonction view, enfin les fonctions avec les mots-clés view qui sont importantes aussi, c'est en fait, elles vont pas toucher à la blockchain, elles vont juste la consulter, elles vont pas la modifier. Donc ça vous coûte rien. Ça coûte rien, ça va juste être exécuté par un nœud pour vérifier du coup combien il y a. C'est juste de la consultation. Mais ouais, c'est juste de la consultation. Tout ce qui va modifier la blockchain, par contre, va vous coûter cher. Coûter cher. C'est ça. Ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher.
On peut aussi du coup envoyer une adresse, enfin de l'argent sur une autre adresse. Par exemple, imaginons un contrat qui récupère de l'argent de plusieurs personnes par une cagnotte, on pourrait imaginer, mais il faut pouvoir les récupérer à un moment. Donc on peut là c'est tout simplement une fonction de transfert parce qu'elle est payable, donc on voit de l'argent avec, et l'argent reçu, on l'envoie à une autre adresse. Donc il y a deux façons de faire ça, c'est soit transfert. Et si le transfert échoue pour X ou Y raison, là, du coup, toute la méthode casse. C'est comme si ça faisait un throw, alors que le send, ça met juste vrai ou faux. Est-ce que le transfert a réussi sans pour autant tout annuler la transaction. Et il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est les événements. C'est en particulier pour la création d'applications décentralisées, pour pouvoir communiquer du coup avec notre interface après quand on fait un paiement sur une interface plus correcte, plus développée en React, Angular, tout ce que vous voulez. Et ben du coup avec les événements, on va pouvoir inscrire dans la blockchain ces événements et on va pouvoir écouter ces événements avec les applications décentralisées, typiquement comme un peu je sais pas, avec l'event.on data, et ben on va pouvoir faire une action dès qu'on reçoit cet événement. Donc c'est assez pratique pour la décentraliser. On va montrer vite fait Remix si on attend. Il est 30. Il est 30. Bah, en fait, c'est pas compliqué, Solidity. En vrai, si vous voulez vous y mettre, ça ressemble beaucoup à TypeScript. Il n'y a pas de barrière. Franchement, c'est hyper accessible. Non, si, c'est hyper accessible. Est-ce que tu peux donner des exemples d'applications? Oui, justement, on y vient tout de suite. Sur un smart contract. Voilà un smart contract. Oh, celle-là, Tout bête. C'est ce qu'on dit. Non, mais si vous voulez vous-même vous y mettre à coder en Solidity, il y a zéro problème. Après, bien sûr, non, pour déployer, là, il faut auditer. C'est vrai que il y a beaucoup de points de sécurité à vérifier. Et c'est vraiment ça la complexité sur la sécurité, quoi. Ouais, c'est ça. Là, et l'évolutivité, quoi. C'est des clés pour bidouiller un peu si vous voulez. Et donc Remix, c'est un IDE en ligne qui permet assez facilement de mettre les mains dedans. On peut donc rédiger des contrats. Là, c'est juste un contrat qui fait pas grand-chose. Il y a une fonction qu'on peut appeler qui s'appelle store qui va changer la valeur de number dans le contrat. Et la fonction retrieve, du coup, qui est en view, qui va nous permettre de récupérer cette valeur. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que dès là, on peut compiler ce smart contract. On peut aussi ajouter des tests si on veut. Les tests sont faits donc en Solidity, on a un framework de test, mais on peut aussi les écrire en JavaScript. Et du coup, une fois qu'on a compilé, ils mettent aussi à disposition des VM, donc ils tournent dans le navigateur, je crois, une fois. Ouais. Et ça expose une fausse blockchain Ethereum avec des comptes qui vous donnent sans Ether, parce que c'est plus pratique pour tester. C'est ça. Et ça permet de déployer vraiment. Si on déploie, on voit du coup que... Donc, il déploie ce contrat-là, donc cette fonction-là, sur une adresse très précise que vous récupérez ici. Et donc, ce contrat-là, il est stocké sur la blockchain, tout comme la valeur number, cette valeur-là. Et si vous voulez écrire sur la blockchain, il va falloir utiliser la fonction store, qu'il va falloir payer pour inscrire sur la blockchain. Ouais, c'est ça, là, on a des estimations. Alors que la view, alors elle va vous coûter juste le prix de transaction, mais en fait, ça vous coûte vraiment rien. C'est nous-mêmes qui faisons le calcul, en fait. Donc, ça coûte vraiment rien. C'était où qu'on voyait le bytecode et tout, je me rappelle plus. Quand tu vois, je pense que tu cliques sur le détail. Là. Donc là, on a le hash de la transaction tout en haut. Quand on a déployé, ici, on a le status, on a qui a envoyé la transaction, donc la fausse adresse ici. On a storage, donc ça c'est le contrat qu'on a mis, ce que ça nous a coûté en gros en gaz, et on a même l'adresse de l'input. Et quand on peut retrouver le bytecode. J'arrive pas à retrouver le bytecode. Le bytecode, en gros, c'est des ensembles d'instructions. Non, c'était quoi, tu cliques en dessous, je crois, non?
Je suis fou, il y avait ça. Hein. Alors attends, on l'avait où le bytecode? Bah, c'est peut-être quand tu compilais, non? Ah, peut-être, t'as raison. Oui, c'est ça, t'as raison. Là, le bytecode ici. C'est comment est traduit votre smart contract pour que le VM puisse le traduire avec les opcodes. Et c'est tout ça qui, à chaque opération d'opcode, ça va vous retirer un peu de gaz pour aller jusqu'au bout. Et s'il n'a pas assez de gaz, si vous ne lui avez pas donné assez de gaz, et ben, potentiellement, il ne peut pas aller faire tous les jeux d'instructions et du coup, vous serez en échec sur le déploiement. Ouais, la transaction échouera, mais par contre, tout ce qui est consommé doit être payé. Donc, doit être payé. Ouais, donc, vous avez plutôt intérêt de donner assez de gaz pour aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a souvent des estimations pour être sûr d'aller jusqu'au bout de votre déploiement. Potentiellement, tu peux payer dans le vide. Oui. Alors, tout ce qui n'est pas consommé est restitué. Donc, tu as tout intérêt de mettre le maximum. Et, après, quand tu n'es pas pressé, tu mets la valeur moyenne. De toute façon, en règle générale, on va le voir, vous faites ça, vous faites des interactions via un provider qui s'appelle MetaMask ou via un portefeuille, et lui estime combien ça va vous coûter, la moyenne, et du coup, ça veut dire, bon, bah, je mets un peu plus, un peu moins, ou je me laisse tel quel. Automatiquement, lui, il va scaler le truc, le nombre de gaz que tu vas devoir faire. C'est ça qui est intéressant avec Remix aussi, on a les VM, mais on peut aussi faire avec des providers. Enfin, je sais pas si vous si vous voulez juste écrire des déjà. smart contracts, c'est vraiment le meilleur moyen pour commencer Remix parce que bah, tu t'emmerdes pas, tu écris juste des smart contracts, tu les déploies. Et tu peux aussi déployer sur les testnets, du coup, les testnets qui sont des blockchains de test pour voilà. développement. Et on peut avoir il y a des faux sets d'Ether, de faux Ether, du coup, qui permettent de remplir un peu ton compte et de Parce que pourquoi on utilise ce genre de données-là? C'est parce que bah, c'est compliqué de déployer sur l'Ether, sur la blockchain générale, parce que ça coûte beaucoup d'argent, et une fois que c'est fait, bah, on a quand même tendance à le faire qu'une fois, parce que ça coûte très cher. Et il y a des blockchains de test, donc ce sont des copies de blockchain qui sont juste là pour tester, et qui sont utilisées par tous les développeurs. Mais là aussi, c'est compliqué d'avoir des Ethers. C'est beaucoup plus simple il y a 3-4 ans. Maintenant, c'est même pour... je n'ai même pas réussi à déployer sur le réseau de test, parce que je n'avais pas assez d'Ether en main. Donc, de faux Ether. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'avoir des blockchains privées ou des fausses blockchains comme ça, au moins ça permet de tester déjà que ton application marche. Et après tu fais auditer et après tu déploies quand tu es sûr. Voilà pour ça. Je vais juste faire un dernier point. On va pas aller jusqu'au bout du Minitech, mais on savait qu'on allait être trop court. Comment on fait pour... Baisse juste la fenêtre. Il est en dessous. Il est où? Et en dessous, par exemple, baisse cette fenêtre-là et tu auras le diapo qui est en plein écran en dessous. Tac. Donc on l'a dit, Remix, c'était vraiment le premier step si vous voulez commencer à développer sur la blockchain. Et il y a tout un ensemble d'outils si vous voulez développer en local de façon un peu plus poussée. Déjà, il vous faut un wallet. Le wallet, c'est quoi? C'est le portefeuille, c'est celui qui va gérer tout ce qui est de transactions, donc le déploiement de votre smart contract et toutes les opérations de transactions. C'est votre adresse, un peu comme un IBAN. Ouais, voilà. La banque, c'est l'adresse. Oui, c'est ça, c'est l'IBAN. Vous payez avec. Le plus connu étant MetaMask, mais il y en a plein d'autres. Les frameworks de développement, il y en a deux qui sont le plus utilisés, c'est Truffle et Ardat. Ardat est considéré comme étant le plus simple, mais bon, les deux se valent en vrai. La seule problématique, c'est que Truffle en fait s'appuie sur deux bibliothèques d'accès à la blockchain, les Web3.js et Ether.js. C'est vraiment les bibliothèques d'accès clés pour développer sur la blockchain. Truffle s'appuie sur Web3.js et Ardat s'appuie sur Ether.js. Ether.js est un peu plus simple d'exploitation et gère mieux TypeScript que Web3.js. Donc, vous avez plutôt intérêt à commencer par Ardat. Wow. Ensuite, il y a un petit outil qui est aussi livré avec la suite Truffle, c'est Ganache, c'est une blockchain privée locale. Je peux vous montrer ça vite fait. Ça se représente comme ça. Ça, c'est une blockchain privée qui tourne sur l'ordi. Et c'est là-dessus que j'ai déployé le smart contract. Et en fait, vous pouvez tout simplement simuler la blockchain. Là, c'est la blockchain Ethereum suite à la mise à jour, typiquement. Et du coup, vous pouvez tout interagir avec cette blockchain privée. Ça vous aide pour le développement. Ça, c'est vraiment un des outils
indispensable. Le stockage des données sur une blockchain, en tout cas sur du stockage décentralisé, IPFS, c'est le plus connu. Et enfin, tout ce qui est standardisation de contrats, bien souvent, on hérite de contrats qui ont déjà été audités. C'est le cas des NFT, c'est le cas des ERC20, c'est tout ce qui est jetons. On va expliquer, mais c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, OpenZeppelin, c'est vraiment la bibliothèque de smart contracts sur lequel on s'appuie pour développer. Une question, du coup, que ton appli, pour qu'elle aille taper ton smart contract qui est sur la blockchain, tu es obligé d'avoir une adresse particulière à fournir ou tu connais quand tu déploies ton smart contract, comment tu le fais? Non, ouais, il faut qu'il y ait une adresse précise. Ouais. Donc tu fournis ta adresse précise de Ouais. smart contract. L'adresse du contrat, ouais. Et tu as ton adresse de smart contract, mais pour déployer ton smart contract, il faut que tu aies une adresse, une vraie adresse sur la blockchain que tu vas déployer, que ce soit une blockchain de test ou pas, avec des fonds. Si tu n'as pas de fonds, tu ne pourras pas le faire. Et après, ouais, une fois que tu as compilé tout, il te met aussi tout un JSON pour comment tu peux interagir avec. En gros, c'est comme si tu avais un Swagger un peu de. Tu prends ça, ouais, et après, c'est du genre de RPC, quoi, Remote Procedure Call, tu l'appelles comme si tu appelais une fonction à distance, quoi. En gros, quand vous interagissez avec votre application, vous accédez à MetaMask, qui est votre portefeuille. Et lui, il va vous dire combien vous avez d'argent. Donc, tout ça, c'est ce que j'ai, c'est ce que je vais vous donner après, bien sûr. Et en fait, c'est MetaMask qui va aller envoyer la transaction de vos opérations. Donc, si vous voulez demander ça, c'est l'application, je ne veux pas vous montrer parce qu'il est déjà tard, mais c'est MetaMask qui va se connecter au nœud, qui va envoyer toutes les données de transaction, tout simplement. Et quand on veut valider tout simplement une opération, tout simplement, il va être appelé et il va vous dire combien ça va vous estimer, si vous voulez confirmer, et voilà. Il n'y a pas des modèles que smart contract, d'un sur deux, c'est la même chose, non? Alors, exactement. Typiquement, là, c'est une création de monnaie. C'est une création de monnaie. Et vous allez voir que le smart contract, il va être très, très rapide. C'est sur le GitLab, hein, si vous voulez aller voir. Il y a l'application. En plus, je vous ai même fait une application en Svelte à côté, si vous voulez. Elle n'est pas finie, mais vous pourrez voir après. En fait, le smart contract, c'est ça. C'est ni plus ni moins que ça. Avec ça, avec ces 6 lignes-là, il y a des gens qui se sont fait des millions d'euros. C'est un smart contract qui hérite d'un autre, le RC20 d'OpenZeppelin, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, on spécifie juste le nom. Et en fait j'hérite de toutes les propriétés du jeton, quoi. Donc, les fonctions d'échange, de tout ce que tu veux. Et c'est la même chose pour minter donc, le NFT, c'est un ERC 721. Pour faire un contrat de NFT, ça prend 15 lignes, c'est pareil. Et il y a des gens qui se sont fait plein d'argent au début grâce à ça. C'est moins le cas maintenant. Si ça vous intéresse, on refera un truc vraiment sur le développement, parce qu'il y a tout un framework de test, de déploiement, tout ça est automatisé par Truffle, et c'est vraiment hyper intéressant. Mais là, on n'a plus le temps. Mais je vous conseille d'aller voir le GitLab. Il y a moyen de s'amuser. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. C'est un peu compliqué d'expliquer la blockchain en 1 heure. Je ne sais pas si vous avez ressorti des trucs, si c'était relou ou pas. C'était relou un peu? Ouais, en 1 heure, c'est hyper complexe en fait. Je sais que ça a un peu perdu l'hype, mais il y a un vrai intérêt de développer quand même sur la blockchain. Il y a beaucoup de champs d'application où ça fait sens de ne pas s'appuyer sur un serveur sur Amazon. C'est pas prêt de s'épuiser, je pense. Sorare, c'est utilisé par tout le monde, tu rigoles. Il y a vraiment des centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde. Les Decentraland, quand même, l'accès à la finance par les particuliers, je veux dire, moi, jamais j'aurais pu, je sais pas, il y a des systèmes de prêts entre particuliers, des systèmes d'emprunt entre particuliers, je sais pas, des fois, ça fait sens de dire, je fais confiance à Mathieu pour qu'il me prête 15 Ethers, et il n'y a pas de tiers de confiance, et je te rendrai avec la plus-value qu'on aura décidé peut-être en amont, ça c'est le smart contract qui va le décider, et tu te passes d'un tiers de confiance. Hein?
Hein? Bah, l'Ether, après, tu peux le transformer en vrai argent, ce que tu veux. Hein? Bah, en France, ouais, effectivement. En France. Effectivement, la France, ça s'est vachement légiféré là. Mais ce n'était pas le cas il y a encore 3 ans, tu vois. Moi, je connais des gens qui ont emprunté sur des plateformes en Ether et qui ont emprunté pour acheter leur bagnole comme ça. Et ils se faisaient même de l'argent. Comment il explique, hein? Ouais. Non, il y a pas mal de. Enfin, rendre accessible la finance aux communs des mortels, c'est quand même un. Et non, mais là, quand tu. Non, mais d'accord, le fonctionnement, d'accord. Mais après, il y a des applications, c'est complètement transparent pour le. Il ne le voit pas. Il dit, tu veux emprunter combien, puis voilà. Ah non, mais tu as des. Ça peut être intéressant de supprimer le tiers qui, par exemple, ta banque qui va vous prendre un taux d'intérêt. Qui va te prendre un pourcentage et tu n'auras pas en plus le. Oui, bah ça c'est. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, mais ça d'accord, sur la confiance, ok, mais je veux dire, typiquement, on prend le cas de Sorare, qui est, bon, alors pour le coup, c'est un jeu, mais il y a du vrai argent en jeu. Ça vaut le coup. Et en fait, le smart contract, en plus, il est complètement transparent. Tu sais ce qu'ils font de ton argent, tu sais comment ça transite, tout est transparent et traçable. Et ça, c'est quand même. Ouais, mais c'est traçable, mais 99% des gens vont jamais Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ça, oui, ça, Ouais. Comprendre les deux. Bien sûr, non, mais bien sûr. Mais si tout le monde s'en fout et si tout le monde fait confiance à Amazon et à leur banque, eh ben, bien sûr, il n'y a pas de sens. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Bah, non, parce que leur carte, c'est un NFT, c'est sur leur adresse. Oui, mais c'est sur leur adresse de wallet. Mais non, mais il faut la clé privée pour avoir le. Ah non, tu ne veux pas prendre la. Bah oui, c'est tout le portefeuille. Ben non, est-ce qu'il faut la clé privée après pour signer ta transaction? MetaMask, il a ta clé privée, c'est lui qui va signer la transaction. Je certifie. Comment? La clé privée de MetaMask? Il y a eu un souci sur MetaMask. Il y a eu un souci maintenant. Après, si tu veux être sûr de le garder, tu mets sur un portefeuille froid, un ledger, sur une clé. Tu n'as pas besoin de ta clé privée, parce que tu la rentres jamais, ta clé privée sur Sorare. Non, tu la rentres jamais. Bah non, tu la rentres jamais. C'est justement l'intermédiaire de MetaMask qui. Ouais, bah non, tu la rentres jamais. Tu la rentres jamais. Et si tu veux te passer de MetaMask, tu pourrais très bien le faire sans intermédiaire, rentrer directement ton truc, sans qu'il ait connaissance de ta clé privée. Heureusement. Aujourd'hui, on se dirait sur un projet qui arrive, tiens, là, on va reprendre sur la blockchain parce que c'est un intérêt. Je vois pas à quel moment tu dis. Sur un de nos projets à l'heure actuelle? Je vois pas à quel moment tu bah non, là, non. Bah, sur un projet client, il faut que le client ait une utilisation. Oui, mais c'est le système de la marque. Je sais pas, est-ce que il a tout intérêt. Parce qu'après, il est partie prenante, il a la donnée et il est partie prenante de ses propres données. Il pourrait très bien falsifier et dire bah non, mais ma Peugeot, elle était nickel, tu peux l'acheter. Alors que là, tu as des tiers qui sont complètement neutres. Non, mais personne ne peut falsifier les données, quoi. À partir du moment où tu as fait une opération sur le. De quoi? Ouais. Non, pas. Ouais, il y en a plein. J'ai un pote d'ailleurs qui était dessus. Mais t'entends quoi par là? Je sais que il y en a plein, mais de boîtes qui sont montées là-dessus. Ouais. Si la webcam, ça donne si ça marche. Je sais pas. Je ne pourrais pas répondre comme ça. Je sais pas. Bah, tu vois, il y en a Bah ouais, je sais pas ce qu'ils entendent par des gens qui DAO. mettent énormément de films dans FIFA juste pour collectionner des cartes de joueurs de foot. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, si tu changes, il faut que ça soit voté et réinscrit sur la blockchain. Par exemple, tu as dit que quand il y a un contrat qui tombe, tout le monde est rémunéré à telle hauteur. En vrai, ça n'importe quoi. C'est inscrit et de toute façon, tu ne peux pas le changer. Oui, c'est un système d'administration, quoi.
Bah, ça Le fait but du sens principal, c'est de pour le coup, parce que rapporter tu fais vraiment tout à l'accord, c'est inscrit, tu l'utilisateur. peux C'est pas au le lieu de falsifier si tout le monde est d'accord. de mettre, par exemple, le Web 3.0, c'est aussi Mais non, j'ai pas de retour décentraliser le là-dessus. web vers les utilisateurs plutôt Ah que ouais, de ouais. centraliser sur un serveur Il y a plein de qui trucs pourrait modifier sur la l'application à traçabilité, tout sur moment, les qui pourrait signatures, être. qui sont plein d'applications, mais il faut que tout le monde ait confiance à 100%, donc on n'y est pas encore. Il y a des solutions de signature aussi qui marchent que là-dessus. Tout est, comment ça, quand tout est public? Enfin, c'est pseudo-anonyme. Non, des champs d'application, il y en a plein, mais après, effectivement, c'est encore une technologie neuve. Hein. Il faut que les gens aient confiance en fait à ça. En ça, c'est pas gagné. Ça. C'est autre chose, ça, mais on l'inscrit dans la liste des comptes que t'es pas allé faire. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais en vrai, ouais, si vous voulez, il faut pouvoir travailler, mais ouais. Après, en 1 heure, c'est vraiment trop court, je pense. Ouais. Non, mais Mathieu, il a raison sur le fait que si 99% des gens, si 99% des gens ont confiance à leur banque et en Amazon pour leur sécurité de leurs données, Amazon, je dis Amazon, eh ben, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, il n'y a aucun intérêt, c'est vrai. Je ne comprends pas ce que tu peux faire, ce qui va changer comme. Quelle fonctionnalité ça t'apporte? T'inquiète, un appart, c'est que t'as plus d'organismes de contrôle. Ah, mais justement, moi, ça fait plus peur qu'autre chose. Il y a beaucoup plus d'armes. Mais non, c'est contrôlé par tout le monde, c'est ça. Tu peux contrôler, toi. Tu veux contrôler. Non, mais ça, j'ai bien compris. Il y a beaucoup plus d'arnaques, il y a des boîtes obscures de NFT et de crypto qu'il y a des banques, tu vois. Ouais, bah, sur la spéculation, mais oui, mais ça, c'est l'arnaque. C'était le Far West à un moment donné, normal. Volume d'argent, peut-être. Mais après, c'est peut-être neuf aussi. C'est trop le dilemme, ouais. Non, mais si demain on a des problèmes de politique, etc., je pense que toutes ces solutions-là seront. Ah, bah, de toute façon, regarde les pays du Sud, tout ça. Ouais, mais eux, Pour certifier quelque chose, mais... il y avait encore autre chose. C'était genre la monnaie. De quoi? Les gars, elle valait moins de. Il n'y a pas un truc. Quand tu veux, n'importe où dans le monde. Bon, c'est vachement politique, je pense, mais il y a des pays maintenant Bah, qui non, l'acceptent ça, en monnaie. On se dit, monnaie C'est principale. qu'une base enfin, de registre au final. Donc, faut juste que les magasins commencent à l'accepter et tout. faire de plus. Mais Voilà, t'en fais ce que tu veux après. Donc, mais c'est vrai que ça fait peur. il n'y a rien. Comment? Il y a pas des applications de DNS là-dessus. Est-ce que c'est pas waouh, c'est stylé, on va faire notre appli là-dessus et au final, tu fais. Bah, il y a beaucoup l'effet waouh, bien sûr. Les gens qui pensent que ça, c'est passé. En fait, il y a plein d'applications qui sont là. Les élections. Bah, les élections, c'est top. Le vote électronique, c'est l'application de base. Ça, il n'y a pas de double vote, identification des gens de leur adresse. Tout est clair, tout est transparent. Les règles, elles sont précises, tu ne peux pas les changer. Voilà. Au niveau de la propriété. Alors, on dit, bah, maintenant, tous les notaires, leur registre de propriété, toi, tu as une adresse sur le blockchain et tu achètes un bien, il est sur la blockchain. Donc là, on ne peut pas dupliquer ton bien. Tu ne pourras pas dupliquer, c'est sûr que ça. C'est écrit. Les papiers, ils ne sont pas obscurs chez le notaire, c'est pas dans un dossier, non, c'est écrit. Tout le monde a accès, c'est transparent, tout le monde sait que tu as le titre de propriété. Mais ça, ils font pas. Mais ça, je comprends pas du coup. Et non, parce que les gens ont plus confiance à leur notaire, et c'est normal. Mais ça, il faut du temps. Du temps. Ouais, c'est le but de C'est qu'une histoire de recentrer confiance. tout C'est vers qu'une les histoire de utilisateurs. confiance. C'est le bullshit qui fait d'argent. Il y a plein de parties chez Orange, il y a des collègues qui ont bossé sur un proto-solution basée sur la blockchain pour l'identification sur les sites porno. Garantir que tu es majeur. Que tu es majeur. Bah ouais, c'est pas mal. C'est hyper intéressant comme jeu. Du coup, c'est un historique horrible. Ça, c'est bien. Bah, il y a une application blockchain où tu gagnes des tokens quand tu visites le site porno, qui sont des webcams privées. Et en fait, tu peux payer après pour avoir des séances de 5-10 minutes via ce token-là sur le site en question. Et tu peux même gagner après des objets. Non, mais il y a plein de sortes d'applications. Ou de la. Tu veux aller comme les autres, tu as le héros, je sais pas quoi, tu as le NFT du héros. Et donc, sur la blockchain, C'est ton héros. Sur notre jeu vidéo, tu peux dire, bah, celui-là, je l'ai. Ou alors tu peux vendre ton héros. Typiquement, tu pourrais vendre ton héros qui a l'épée. Il y a une seule épée dans le jeu, c'est celle-ci, tu peux la vendre. J'entends, mais j'ai du mal à voir comment on ne peut pas le faire dans les trucs
C'est vrai que ça se met déjà. Parce que c'est lié à tout. Il faudrait que chaque jeu fasse un API du coup pour savoir quel. Là, c'est agnostique de la qualité. Là, du coup, c'est détournable. Là, tu peux la sortir et tu peux la sortir du jeu vidéo, ton épée, et la vendre sur OpenSea en mode bah tiens, c'est l'épée de tel jeu, tu la veux ou pas? Et quand, Tu la veux ou pas? quand le jeu ferme ses portes, quand le serveur est down, et ben, il est toujours sur la Bah, de toute blockchain. façon, Et si quelqu'un s'amuse à faire un jeu autre, ah, peut-être qu'il ne vaudra plus rien parce que tout le monde s'en fout après de ton jeu, mais elle est là, en tout cas, c'est à toi. Pour cette application aussi, pareil, ça pense qu'il y a des bots qui utilisent en vrai la traçabilité alors des chaînes de production, par exemple des vêtements, des chaussures. Ben, ouais, bah, c'est ce qu'on disait sur la traçabilité. Ouais. C'est adossé à un NFT et c'est une boîte française, c'est Ariani qui fait ça. Et ouais, ça marche du feu de Dieu, ça. Puis tous les produits de luxe, ils sont comme ça maintenant. Tout est tracé et tu sais les titres de propriété de l'objet le long de toute sa vie. Et ça t'évite d'avoir des faux en transit parce que tu me donnes tes certificats, ton faux sac Vuitton. Il est où ton certificat? Bah, tu dis, tu as le NFT, ah bah, il y a une meuf en Chine qui l'a acheté à tel moment, machin, ok, bon, bah oui, effectivement, je l'ai, c'est celui-là. c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est vraiment très abstrait pour la plupart des gens, et même nous, quand tu fais pas mal de recherches dessus, il y a toujours plein de trucs flous. Parce que moi, je suis arrivé, je savais vite fait comment ça marchait, mais c'est tout. Non, mais à la question, quel est le vrai intérêt concrètement sur des applications de tous les jours, bah, je te dirais, si tu fais confiance aux acteurs déjà présents, bah, effectivement, vas-y. Hein. Si la traçabilité, tu fais confiance à Lacoste pour tracer vraiment ses produits ou à Peugeot pour ta bagnole, pour faire tout le suivi, bah vas-y, hein, fais confiance à Peugeot. Oui, tu n'as pas le choix aujourd'hui, mais tu pourrais très bien avoir un organisme privé qui va gérer sur la blockchain toutes les opérations de toutes les voitures, toutes les opérations. Comme ça, tu pourrais avoir le suivi de toutes les réparations sur les voitures d'occasion. Tu arrives, tu achètes ta bagnole, tu as tout l'historique. Tu ne peux pas falsifier le kilométrage, le machin, tu sais, c'est marqué, tout le monde a été validé, et bah, ta bagnole, tu sais qu'elle a 120 bornes, qu'elle a été réparée ici. Mais quand tu fais pour valider, ben, justement, parce que l'info, il y a personne qui sait. Comment tu fais pour valider ça? T'as un connard qui dit bah non, c'était pas vrai, et qui invalide ton bloc, et puis c'est mort. Bah oui, après, comment tu. Par contre, l'input. Non, mais je veux dire, Les données que tu as écrites, elles peuvent être fausses. Ouais, les données. Ah, bah, la donnée, c'est autre chose. Bah, comment tu contrôles la donnée? Bah, il faut deux. Eh ben, tu pourrais très bien dire sur ton smart contract, pour valider une réparation, pour inscrire sur la blockchain, je veux un garagiste, donc une clé privée d'un garagiste et une clé privée d'un mécano. Enfin, tu peux avoir 2 entités pour valider, ou 3 entités, ou 4 entités. Ça dépend comment tu valides la donnée, mais ça, c'est encore une autre échelle. Et après, ils voulaient faire de la. C'était avec des huissiers. Ils voulaient gérer les contentieux et tout, les résolutions de problèmes au sein de la blockchain. Voilà, il fallait un tiers de chaque côté, et il fallait se mettre d'accord, et la décision était dans la blockchain. Donc les règles sont déjà établies. Chacun vote à un vote unique et terminé. Tu ne peux pas, il n'y a plus de. Tout est transparent. Tu sais que c'est écrit noir sur blanc, c'est prédictif. C'est infalsifiable. C'est un truc qui est dur, en fait, c'est perdure avant. C'est infalsifiable. Tu peux rentrer des trucs faux, mais une fois que c'est rentré, c'est infalsifiable. Exactement, tu peux rentrer des fausses données, C'est ça. mais c'est rentré. Tu vois, typiquement pour le suivi des chaussures fabriquées en Chine, machin, si le mec à la base, dans la boîte, il dit que c'est fabriqué au Japon, bah, c'est fabriqué au Japon. Quoi. Et ça Bah oui, bien sûr. Bien sûr, après, oui. Il n'y a pas de solution. Non. Ça, il n'y a pas de solution. Il y a des. Non, mais tu peux te dire, bah, il faut 10 personnes pour valider le truc, mais tu peux avoir 10 menteurs aussi. Donc, de toute façon, c'est comme sur la blockchain. Si au bout d'un moment, 51% des nœuds se disent, bon, on s'en fout, on falsifie tout, bah ouais, bah, effectivement. Bah, mais au final, est-ce que les 51% qui falsifient pas le truc sont pas vrais et ne changent pas justement la vérité du truc? Ouais, c'est pas le problème Après, que ça résout. L'origine de la donnée elle sera toujours falsifiable. C'est Ah oui, plutôt, de toute manière. si tu revends, tu as tout l'historique qui est infalsifiable, tu sais que ça a été issu par Louis Vuitton, par Peugeot, par j'en sais rien, et tu sais que. L'objectif, c'est pas. Je crois que l'intérêt, parce qu'en soi, le pattern d'identification. Merci. Bah, de rien. Il est implémentable avec un serveur centralisé. C'est censé être difficile Ouais, pirater, enfin surtout à modifier, c'est impossible à modifier. Quoi. Non, puis ta donnée est disponible tout le temps. C'est pas le serveur Amazon qui va être pas disponible parce que tu sais pas pourquoi ou ils ont perdu un jeu de données. Là, avant que tu perdes ta donnée, ton smart contract sur Ethereum, il se passera, c'est que le soleil a explosé, quoi. Non, t'es pas d'accord? Tu parlais de problèmes de stockage et tout. Hein? Bah, je sais pas, ils me disent que c'est attractif pour les mineurs. Tu parles de plein de choses. En Chine, t'as des mineurs qui se sont barrés avec les doigts. Là. Ouais.
effet boule de neige, les gens, ça leur coûte trop cher de miner sur la blockchain, c'est pas assez rentable pour eux. Bah, sur Bitcoin, mais sur Ça devient quoi, la blockchain? sur Ethereum, C'est plus s'en rentable. fiche. C'est pas la Chine qui a interdit le minage, justement? Ouais, donc. Non, mais Ethereum, typiquement, tu peux. Ah, c'est la power work, c'est la power work. Tu mets. Et Ethereum, ils ont gagné 99% d'économie d'énergie. Et tu es toujours rétribué. Et il n'y a pas d'effort à faire, tu es toujours rétribué, quoi. Oui, mais je veux dire, oui, mais même, imagine, c'est pas rentable, que ça soit pas rentable, le truc, sans les mineurs, la blockchain est morte. Non, parce que, alors, je pense que dans le cas d'Ethereum, il y a quand même des gens qui sont fondamentalement c'est accro à enfin, ils ont confiance dans le projet et ils sont moteurs du projet, quoi. Et en plus, tu as un système. Il y a la moitié d'un hémisphère qui fait, genre, en fait, au final, c'est interdit en Asie, les Asiatiques ont leur propre blockchain, et maintenant, c'est que américains, les validateurs d'Ethereum. Ouais, il y aura toujours des points précis. Le problème de confiance, ça va revenir sur un équivalent Amazon, en fait. Là, pour l'instant, ça dépend juste de la confiance. Non, bah, c'est pas gagné, bien sûr. C'est pour ça que décentraliser, c'est vraiment important. Et c'est des gens, mais n'importe qui peut faire un nœud Ethereum, quoi. Mais c'est pareil, la banque, elle existe et elle fait son travail bien parce qu'elle gagne de la thune. À mon Si sens, elle gagne c'est pas de plus thune, sûr elle que barre, tu as quoi. donné sur Amazon, ton serveur stocké sur C'est Amazon. toujours ça le problème. Il faut qu'il y ait un intérêt pécunier, sinon. Non, mais moi, je suis le Mais je premier suis d'accord, je suis un peu dubitatif aussi. à kiffer la techno et tout, mais je suis dubitatif comme tout le monde. Je me dis, bon, on va voir, je sais pas. Il y a un vrai intérêt. Donc, bien sûr qu'il y a aussi la hype. 200 cartes à 2000 balles de foot, ça se sait. Hein. Ouais. Un peu plus que ça, je suis sûr. C'est vrai que j'ai acheté un Mbappé. Hein Bon. Bon, d'accord, je vous le dis, c'est entre nous. Je suis millionnaire en crypto. C'est pour ça que je suis là. Millionnaire en carte. Ah bah ouais, c'était cool, par contre, moi qui connaissais vraiment pas grand chose, c'était très sympa. Avoir la suite. Bah, ouais, après, ensuite, on pourrait faire un vrai développement, voir comment ça marche, ça pourrait être intéressant. Mais... Ouais, mais après, on n'allait pas faire écrire du Solidity sans savoir ce qu'il y a derrière. Token. Hein? Quoi? C'est une Lixi. Token. Lixi Token. Ah, Token. J'avais mis sur la. Ah non, mais c'était cool. Ça soulève plein de questions, et du coup, ça prouve que les gens s'y intéressent. D'ailleurs, on monte un groupe à la rentrée sur les nouvelles technos, sur les nouvelles hype. Blockchain, IA, vous voulez bien. Groupe hype. Si vous voulez, on va monter un petit projet sur la reconnaissance des images avec TensorFlow, ça a l'air énorme. Ouais, c'est un mec qui a 15 ans de retard. Ça a l'air énorme. Ah bah c'est énorme, moi j'ai vu des trucs et franchement je trouvais ça énorme. En plus c'est hyper simple à mettre en place. C'est mon sujet de. J'ai un. C'est vrai? Mais vas-y, pourquoi t'en parles pas? Non, j'étais en 4e année d'école.